En juillet 2011, une crise nutritionnelle touche toute la corne de l'Afrique. Pour la section française de MSF, la Somalie est le pays le plus vulnérable, le plus gravement touché. Allié à la sécheresse, la guerre civile fait des ravages et jette 500 000 personnes sur les routes. Malgré de fortes contraintes pour le déploiement des secours dans le pays, MSF renforce ses activités dès le mois d'août. On essaie depuis plusieurs mois de négocier, pas juste un accès, parce qu'on a déjà des activités qui tournent depuis des années, mais on négocie plutôt une extension de nos activités en essayant d'apporter une réponse au niveau médical à la crise actuelle aujourd'hui. Présente à Mogadiscio et dans 10 régions du pays, MSF constate une augmentation des cas de malnutrition. Le manque d'hygiène dans les camps de déplacés et la saison des pluies entraînent également une augmentation des cas de choléra. Mais le principal défi sanitaire pour les équipes, c'est la rougeole. Le fait d'avoir vacciné 40 000 sans doute pertinent pour ces enfants-là. Et il faut multiplier par un minimum de 10 pour avoir une couverture suffisamment importante pour avoir un impact pour l'épidémie plus large. Mais alors que l'aide médicale permet de sauver des dizaines de milliers de vies, la sécurité des équipes est menacée. Le 13 octobre, 2 volontaires de la section espagnole, Blanca et Montserrat, sont enlevés dans le camp de réfugiés somaliens de Dadaab, au Kenya. Et fin décembre, Philippe et Andrias, 2 volontaires de la section belge, sont tués à Mogadiscio lors d'une fusillade. MSF condamne les attaques contre les travailleurs humanitaires. Fin mai, Blanca et Montserrat sont toujours détenus et seraient en Somalie. Les activités de l'association à Mogadiscio ou à Dadaab ont dû être réduites. Depuis octobre 2010 et l'apparition des premiers cas de choléra, Haïti doit lutter chaque année contre cette maladie. Vomissements et diarrhée aiguë, déshydratation dangereuse, contagion rapide, la maladie est un fléau pour un pays aux structures sanitaires affaiblies. Je me suis mis à vomir et j'ai passé ma main sur ma figure. Il n'y avait que des os sur mon visage, comme si ma chair avait disparu. Des gens ont commencé à se rassembler autour de moi, ils ont apporté un lit. Ils m'ont mis dessus pour pouvoir me transporter tout allongé. La route montait et descendait. Mon souffle aussi montait et descendait. La saison des pluies de mai à novembre est synonyme d'augmentation des cas. En 2011, durant cette période, MSF a soigné près de 40 000 malades. Malgré la gravité de l'épidémie, une bonne nouvelle, le taux de mortalité diminue. Ce qui veut dire qu'il y a des personnels soignants beaucoup plus formés qu'au début, une population plus avertie, plus sensibilisée, qui réagit mieux dès qu'il y a une première alerte de diarrhée. Résultat, les Haïtiens pris en charge à temps, comme Joseph, sont de plus en plus nombreux. Je suis capable de m'asseoir et de me mettre debout depuis hier. J'ai encore un peu de diarrhée, mais je ne vomis plus. MSF regrette cependant le manque d'anticipation des autorités face à une épidémie désormais récurrente. Les actions de prévention et les stocks de médicaments sont en nette diminution par rapport à l'année précédente, forçant MSF à intervenir une fois de plus. À partir du 9 mai 2011, l'hôpital Médecins Sans Frontières qui était dans l'école Saint-Louis-Gonzaga a été déplacé. Ces 12 derniers mois ont également été marqués par un changement important pour les équipes MSF. Ces dernières, installées sous les tentes de l'hôpital Saint-Louis depuis le séisme, ont dû faire leur carton, démonter les blocs opératoires et transporter tous les patients jusqu'au nouvel hôpital Drouillard. Alors, on l'installe où, le monsieur ? On n'allait pas rester plus d'1 an sous tente, même si c'est un hôpital finalement qui s'est avéré très pertinent dans son usage. On a très peu d'infections en post-op. On s'attendait à plus de problèmes d'asepsie, ça n'a pas été le cas. Donc finalement c'est un outil adapté, mais pas adapté pour du long terme. Donc on a dû construire un hôpital. Cet hôpital, on l'a construit pour qu'il résiste aux éventuels séismes futurs. Les équipes qui travaillent à Drouillard prennent en charge les soins intensifs, la médecine, la chirurgie orthopédique, la chirurgie viscérale et les grands brûlés. Elles se sont installées ici, à proximité du bidonville de Cité-Soleil, car les besoins sanitaires sont immenses. Les Haïtiens qui vivent ici sont considérés comme les plus vulnérables de Port-au-Prince.
Damas, Homs, Alep, Deraa, chaque jour de violents affrontements ont lieu dans l'une ou l'autre de ces villes syriennes. Face aux forces de sécurité du régime de Bachar el-Assad, les manifestants et des hommes de l'armée syrienne libre, en partie composés de déserteurs. La répression ordonnée par le régime est féroce, les tirs de snipers et les bombardements résonnent régulièrement au détour d'une rue. Quand il y a un raid dans une ville, ils tirent sans discrimination. Vieillards, femmes, enfants, toute personne en mouvement est une cible. Dans les hôpitaux, les forces de sécurité font régner la terreur. Nous avons cherché jusqu'à 4 heures du matin quelqu'un pour nous soigner. Un autre homme était gravement blessé à la main et à la fesse. Malheureusement, tous les docteurs qui avaient soigné des blessés avaient été arrêtés. Les autorités ont fait signer aux autres la promesse de ne soigner qu'un certain nombre de blessés, ceux autorisés par le gouvernement. Malgré des demandes répétées, MSF n'a pas obtenu l'autorisation de travailler en Syrie, mais elle a pu fournir des médicaments et des équipements médicaux au réseau de médecins sur place. Une équipe s'est aussi rendue clandestinement à Idlib pour opérer le plus de gens possible avant de fuir l'arrivée de l'armée. Là-bas, les médecins racontent qu'être pris en train de soigner un blessé, c'est plus grave que d'être pris une arme à la main. Les médecins qui soignent les blessés sont poursuivis par les forces de sécurité. La sécurité est ce qui préoccupe le plus les médecins. La situation est difficile. La possibilité d'être arrêté est grande. Malgré cela, un grand nombre de médecins risquent leur vie pour respecter le serment médical qu'ils ont prêté. MSF prend aussi en charge les blessés qui ont réussi à franchir la frontière dans son programme d'Aman en Jordanie et recueille leurs témoignages. En février 2012, l'ONG organise une conférence de presse et diffuse ses récits. Elle dénonce l'usage de la médecine comme arme de persécution et appelle à la sanctuarisation des structures de santé. Entre mars et mai 2011, Misrata est une ville assiégée. Les liaisons avec l'extérieur se font par bateau, y compris l'approvisionnement et l'évacuation des blessés graves. Dans la ville, le personnel infirmier vient rapidement à manquer. La plupart des infirmières qui travaillaient à Misrata et en Libye de manière générale étaient étrangères. Elles ont dû quitter le pays quand la guerre a éclaté. Elles venaient du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde, des Philippines, et elles sont donc parties. Pour pallier ce manque, MSF forme des étudiants en médecine de manière à ce qu'ils puissent se charger des soins infirmiers. De mai à octobre 2011, les équipes travaillent dans les hôpitaux d'Abad et Qasser Ahmed, où elles pratiquent consultations et interventions chirurgicales, notamment sur les blessés rapatriés du front. Cet après-midi, nous avons reçu 3 patients blessés par les combats à Sirte. Ils ont d'abord été emmenés dans une petite clinique de soins primaires entre Sirte et Misrata, où ils ont été stabilisés. Ensuite, une ambulance les a amenés ici. Il y a beaucoup de blessures graves dues à la nature même des objets qui les ont blessés. En gros, artillerie lourde, armes à feu, explosifs, qui peuvent engendrer facilement des fractures très complexes, des blessures profondes, d'où la pose de fixateurs externes et même d'amputation. Ces blessés ont ensuite besoin de rééducation fonctionnelle. MSF dispense donc des soins de kinésithérapie dans l'hôpital de Qasser Ahmed, mais aussi dans la prison militaire. Car il y a parmi les blessés des partisans du colonel Kadhafi. Des médecins sont intervenus dans la prison jusqu'à ce que la section française quitte le pays fin 2011. Ils ont alors passé le relais à l'équipe de MSF Belgique. Début 2012, cette dernière constate que les détenus qu'elle soigne sont torturés. L'équipe décide donc de stopper ses activités en prison et dénonce publiquement cette situation.
Chaque année au Sahel, la période de soudure est synonyme de malnutrition. Cette fois, de mauvaises récoltes en 2011 et une hausse des prix des denrées alimentaires risquent d'aggraver la situation. Mais face à la récurrence de ce problème, la réponse des gouvernements et des acteurs de l'aide évolue. Cette année, la particularité, c'est que de façon très précoce, les pays du Sahel ont anticipé cette crise et ont fait des appels à mobilisation dès le mois d'octobre-novembre, ce qui a permis de réunir les ressources nécessaires à répondre à cette crise. Les différentes agences des Nations Unies avec les gouvernements concernés ont prévu par exemple de prendre en charge 1 million d'enfants sévèrement malnutris, ce qui est fortement ambitieux. Il faut savoir que l'année dernière, c'est sûrement 500-600 000 enfants qui ont été pris en charge. Cette réponse ambitieuse sera compliquée par des contraintes logistiques, notamment dans les zones rurales, mais également sécuritaires, liées à la présence de groupes appartenant à la mouvance djihadiste. Au Tchad, MSF a envoyé des équipes évaluer la situation début mars. Elles ont mis en lumière une situation préoccupante en termes de malnutrition, et fin mars, l'ONG lance un programme dans le district de Yao, au centre du pays. Il comprend 2 axes, une unité d'hospitalisation de 20 lits et une partie activité externe. Les activités externes consistent au dépistage actif des cas de malnutrition et on donne l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi pendant 1 mois. Et à même moment, on fait de la vaccination contre la rougeole, contre BCG, polio, fièvre jaune et DTC. Et ces activités se passent au niveau des centres de santé et au village. Actuellement, nous avons 9 centres de santé et 18 sites pour mener ces activités dans les villages. L'étalement des populations dans ce district complique l'action des équipes de MSF. Ce qu'il faudrait retenir dans cette zone, que la population elle est très dispersée, problème d'accessibilité, d'où la nouvelle stratégie de distribuer le plein bien-être de manière mensuelle, au lieu de le faire d'une manière hebdomadaire, comme on le fait dans d'autres projets. La réponse à l'urgence n'est pas l'unique façon d'intervenir. Au Mali ou encore au Niger, MSF a mis en place des programmes pédiatriques nutritionnels afin de développer des modèles de traitement et de prévention efficaces et économiques. À Massakori, au Tchad, des agents communautaires dans les villages sont formés aux premiers gestes essentiels pour dépister et stopper la malnutrition. Ce programme donne des résultats prometteurs. Ils suivent la courbe de l'enfant et chaque semaine, ils font le MIAC. Et en dehors de ça, ils distribuent le plein pinat aux enfants de façon hebdomadaire. Et là, s'ils arrivent à trouver aussi des enfants qui ont une maladie compliquée, c'est à eux maintenant de référer ces enfants au niveau des centres de santé qui seront vus par l'infirmier. Les aliments à base de lait distribués aux enfants malnutris ou qui risquent de l'être sont un élément indispensable des soins. Pourtant, ils ne sont pas systématiquement intégrés au programme d'aide. MSF souhaite que cette situation évolue et que ces aliments soient généralisés au même titre que la vaccination. Nous avons tout laissé. Nous dormons à ciel ouvert avec nos enfants. Nous n'avons rien à manger, rien à boire, rien pour nous protéger du soleil ou de la poussière. Nous sommes dans l'Oudalan, une province de la bande du Sahel burkinabé. Ces réfugiés maliens ont tous quitté leur pays dans la hâte, chassés par les combats. J'ai quitté mon petit le 2 février 2012, à 13h. Arrivé à la frontière, j'ai quitté avec 35 familles, d'autres à bord d'un bus, d'autres à bord de ma propre voiture. Lorsque j'ai quitté, je n'avais pas mon transport. J'avais laissé tout derrière moi. Maintenant, arrivé à la frontière, je suis bloqué pendant 2 jours. Au terme de leur voyage, ils s'éparpillent dans des camps et se construisent des abris de fortune. La faim, la soif et la chaleur sont difficiles à supporter. Ce que les gens ont eu ici, ils sont partagés avec les autres. Aujourd'hui, il n'y a rien dans le site. Les équipes MSF sont présentes dans les 4 camps de la province d'Oudalan pour y apporter une aide d'urgence. Les pathologies les plus vives chez ces personnes-là, y compris les populations autochtones, il y a dans un premier temps les douleurs généralisées et ensuite viennent les infections respiratoires. Vous avez certainement dû remarquer à cause du vent, de la poussière.
On retrouve quelques dermatoses qui sont spécifiques aux problèmes d'hygiène et qui sont en relation avec l'eau, qui n'est pas une denrée très fréquente dans la zone. Les équipes ont aussi dépisté quelques cas de malnutrition aiguë sévère chez les enfants. Nous sommes dans le Sahel et comme dans de nombreux pays, la sécheresse et l'épuisement des stocks des récoltes précédentes font sentir leurs effets. L'arrivée de dizaines de milliers de personnes supplémentaires complique la situation. Cet afflux de population va certainement déséquilibrer défavorablement la situation nutritionnelle et alimentaire qui était déjà à peu près préoccupante. Pourtant, l'aide humanitaire reste insuffisante. Chaque jour, de nouveaux réfugiés arrivent dans l'un de ces camps burkinabés. Les distributions de nourriture du programme alimentaire mondial ne parviennent toujours pas à couvrir les besoins. Pour quelques kilos de nourriture ou quelques litres d'eau, il faut supporter une attente interminable en plein désert. Fin novembre à Douékoué. Nous sommes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs mois après la fin du conflit. Mais à l'approche d'élections législatives, la persistance de violences et des conflits fonciers représente toujours des menaces pour une population déplacée et effrayée à l'idée de rentrer chez elle. Nous avions été bâchonnés, frappés, même tués. Voilà pourquoi nous avions fui pour venir au niveau de la mission. Aujourd'hui, on nous demande de rentrer, c'est chez nous. Bien que tout ce que nous avons là-bas est tout à fait précaire, nous n'avons pas de domicile là-bas, nous n'avons plus de maison, tout est gâté. Malgré leurs inquiétudes, les déplacés doivent quitter les camps, comme celui installé dans la mission catholique de Douékoué. Il faut encore travailler pour la sécurité, surtout dans les villages, dans les campements. Et c'est là le plus difficile, c'est dans les forêts, c'est dans les plantations que les choses se passent. C'est sur les pistes des villages, c'est là-bas qu'il faut rétablir la sécurité. Une équipe MSF travaille dans l'hôpital de Douékoué. Les patients sont nombreux car ailleurs dans la région, les structures sanitaires sont désorganisées, les médicaments manquent et malgré les promesses du nouveau gouvernement, les soins sont encore souvent payants. Il tousse beaucoup, il vomit, après il tousse, après... Ce matin, il y a un maman qui est arrivée en disant que son enfant est malade depuis plusieurs jours, qu'elle était à l'hôpital de Bangolo hier, qui est à 30 km d'ici. Là-bas, ils n'avaient pas du tout de médicaments. Elle a dû dormir à l'hôpital en attendant le transport public le premier ce matin pour venir à l'hôpital de Douékoué parce qu'on avait des médicaments ici, mais malheureusement, c'était déjà trop tard, son enfant était trop malade. Il avait une méningite aiguë et il n'a pas survécu. À Blo-les-Quins, déserté au moment des combats, la vie reprend son cours malgré les traces du conflit. Et l'équipe MSF qui est intervenue au sein de son hôpital est finalement partie. L'association se désengage progressivement des structures de santé dans lesquelles son aide n'est plus nécessaire. Elle reste toutefois présente dans les hôpitaux de Douékoué et de Taï, ainsi que dans un centre de santé près de Guiglo. La République centrafricaine est située au cœur d'une des régions les plus instables du monde. C'est aussi un pays victime d'une crise humanitaire majeure mais oubliée, sous-financée et négligée. La République centrafricaine est dans un état d'urgence médicale chronique. Aujourd'hui, quand on regarde les activités de MSF, notre budget équivaut aux 3/4 du budget du ministère de la Santé. Et en dehors de la capitale, Bangui, nous dispensons probablement 50% des soins de santé. Le paludisme, les maladies diarrhéiques ou les infections respiratoires sont parmi les premières causes de mortalité. Le fait de retrouver ces causes de mortalité assez classiques et montre que les décès sont essentiellement évitables et montre qu'il y a essentiellement un problème d'accès aux soins de santé primaire, à la fois en périphérique et en rural, mais aussi au niveau de la ville de Kardou. Épicentre a mené plusieurs enquêtes de mortalité en 2010 puis en 2011 dans le pays. Ces études ont montré que les taux de mortalité dépassaient souvent le seuil d'urgence. Exemple dans la ville de Karno, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans atteint 7 pour 10 000 et par jour. Ces résultats ont poussé MSF à rédiger un rapport afin de braquer les projecteurs sur un pays trop souvent passé sous silence. L'ONG a également décidé d'étendre et de faire évoluer son action dans le pays.
Suite à cette étude, MSF réoriente ses activités en ce moment à Carnot pour nettement augmenter l'accès aux soins primaires et secondaires. Pour les soins primaires, on met en place des petits dispensaires dans les villages de manière que les femmes puissent y venir avec leurs enfants pour y recevoir des soins de base. Ensuite, on doit assurer un système de référence pour que les gens puissent aller de ces dispensaires éloignés à l'hôpital central. En plus, nous sommes en train d'ouvrir un service de pédiatrie à l'hôpital de Carnot afin de fournir des soins hospitaliers gratuits aux enfants. MSF est présente en République centrafricaine depuis 2006. Mais aujourd'hui encore, l'accès aux soins de base reste très limité pour la majorité de la population. Les besoins sanitaires sont immenses et l'aide très insuffisante. Depuis des mois, les relations entre le Soudan du Sud et son voisin du Nord se résument à un incessant ballet diplomatique sur fond de violence, notamment autour des champs pétroliers. Début mai, la situation était toujours aussi instable. Pendant ce temps, au Soudan du Sud, des dizaines de milliers de personnes ont un besoin urgent d'assistance. C'est notamment le cas dans les États de Unity et du Upper Nile. Lemon Moussa vivait au nord, elle est arrivée au Soudan du Sud avec son enfant après un long voyage. Il fait très froid la nuit, le matin aussi. J'ai peur que ce soit le froid qui ait rendu mon enfant malade, puisque nous vivons dehors. Nous devons dormir par terre. Nous n'avons rien pour nous couvrir, ni couverture, ni abri. On se contente de dormir sous un arbre. MSF intervient dans plusieurs camps où sont rassemblées les populations qui fuient les zones de combat. Le flot de nouveaux arrivants est incessant, parmi eux des enfants qui ont besoin de soins en priorité. Ces épisodes de violence ne sont pas les seules difficultés que le pays doit affronter. De vives tensions intercommunautaires, dans l'état de Jonglei notamment, mais aussi une insécurité alimentaire grandissante et des épidémies de maladies infectieuses viennent compléter le tableau. Et moins d'un an après l'indépendance, ce sont les ONG comme Médecins sans frontières qui assurent une grande partie des soins de santé. MSF travaille ainsi à Awil, le seul hôpital de l'État du Nord Bahr el-Ghazal. Ici, 3 habitants sur 4 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les équipes se sont données comme priorité la santé materno-infantile. C'est très courant pour une femme de moins de 30 ans d'avoir 7 ou 8 enfants. Et bien sûr, statistiquement, plus il y a de grossesses, plus il y a de fausses couches. Les équipes MSF s'étaient fixées comme objectif de faire passer le taux de mortalité materno-infantile sous la barre des 1%. Cet objectif a été atteint en 2011. Le Pakistan n'est pas un pays dépourvu de structures sanitaires. Pourtant, une partie de sa population est privée d'accès aux soins. Réfugiés, déplacés, personnes vulnérables ou isolées, pour des raisons diverses, socio-économiques, culturelles ou sécuritaires, ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prise en charge de qualité. MSF a donc ouvert en 2010 un programme à l'hôpital d'Angou, non loin des zones tribales et de la frontière afghane. Les équipes y travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux urgences et dans le service de chirurgie. En 2011, elles ont pris en charge près de 20 000 patients. On a beaucoup de cas traumatologie par des accidents de voie publique, par des coups de feu. Ensuite, en second lieu, les infections. Beaucoup d'infections digestives et pulmonaires. Et en troisième lieu, beaucoup de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. 2 phénomènes expliquent ce taux de mortalité élevé. Des bronchopneumonies très importantes, bilatérales, très asphyxiantes. Et deuxièmement, le fait de leur venue très tard ici à l'hôpital. Il y a un délai important de mise en route du traitement. L'instabilité dans la région, les affrontements armés et les conflits religieux occasionnent de nombreux déplacements de population et c'est l'une des causes du retard dans l'accès aux soins. Ce retard pénalise particulièrement les femmes enceintes. Pour améliorer leur prise en charge à l'hôpital, une sage-femme MSF intervient donc depuis mai dernier dans le centre dédié à la mère et l'enfant. Elle forme et soutient le personnel, notamment lors d'accouchements compliqués.
Après des années de guerre, le système de soins tchétchène se retrouve dépourvu de médecins spécialisés, de personnel qualifié, de traitements adéquats. Un manque qui se fait cruellement ressentir dans le domaine des maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de mortalité dans le pays. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas tout cela en Tchétchénie. Nous ne pouvions pas donner les premiers soins à temps, nous ne pouvions pas faire de thrombolyse, c'est-à-dire dissoudre des caillots sanguins. Et le taux de mortalité était élevé. MSF a donc lancé en 2010 un programme qui a commencé à fonctionner début 2011. Entre-temps, il a fallu former du personnel et acquérir le nécessaire, médicaments, mais aussi défibrillateurs, ECG, Holter. Tout cela avant la prise en charge des premiers patients. En juillet de cette année, nous avons réalisé la première thrombolyse à l'hôpital. Depuis, nous en avons fait plusieurs. Nos docteurs sont très fiers de pouvoir apporter ce genre de soins aux patients. C'est déjà 4 vies sauvées. Cette thrombolyse, c'est la première intervention cardiologique d'urgence de toute l'histoire de MSF. Et au total, plus de 800 personnes ont été admises dans cette unité en 2011. Une véritable fierté pour les équipes de MSF, mais leur travail dans le pays ne se limite pas à la cardiologie. Des programmes de pédiatrie et de gynécologie visent eux aussi à limiter la mortalité et à améliorer l'accès aux soins. Mars 2012, protestation devant le siège de Novartis à New York. La longue saga judiciaire qui oppose le géant pharmaceutique suisse à l'État indien n'est pas terminée. Mais comme de nombreuses personnes dans le monde entier, MSF craint que ce procès ait des conséquences désastreuses. Nous sommes inquiets car cela pourrait signifier la fin des génériques dans des secteurs importants. Nous aurions alors des difficultés à continuer à utiliser des médicaments de qualité et bon marché. Novartis conteste une disposition de la loi indienne sur les brevets. La section incriminée, baptisée 3D, limite en effet la possibilité pour une compagnie de faire breveter une nouvelle forme d'un médicament connu. Cette loi dit que vous ne pouvez pas faire breveter une modification mineure sur un médicament connu, sauf si vous prouvez que cette innovation apporte des changements sur le plan thérapeutique. Au-delà du cas précis de Novartis, qui défend l'un de ses anticancéreux, MSF redoute que le procès n'affaiblisse la production de nombreux médicaments génériques. Si Novartis gagne son procès contre l'Inde, de plus en plus d'innovations médicales seront brevetées en Inde. Cela signifie moins de médicaments bon marché pour nous, comme pour les autres. Alors que les financements sont menacés, l'accès aux médicaments à bas coût est plus important que jamais. Novartis n'est pas la seule menace qui pèse sur la fabrication de génériques en Inde. Depuis plusieurs années, des manifestations rassemblant des personnes séropositives de toute la région ont régulièrement lieu à New Delhi. Elles s'inquiètent des conséquences des accords commerciaux en cours de négociation entre l'Inde et l'Union européenne. L'Inde est la principale source de génériques. À cause de ça, aujourd'hui, elle est la cible de différentes attaques, non seulement de la part des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi de la part de l'Union européenne, qui est en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Inde. Cet accord pourrait lui aussi mettre à mal les garanties offertes par la loi indienne. Les mesures prévues par l'Union européenne pourraient empêcher les médicaments génériques destinés aux pays en développement de quitter l'Inde. Pourtant, ces médicaments permettent de traiter la grande majorité des personnes séropositives, y compris les enfants, dans les pays en développement. Leur survie dépend donc de la disponibilité de ces médicaments. La situation est loin d'être récente et pourtant chaque année le constat est le même. Le vaccin contre la tuberculose est peu protecteur, les diagnostics peu sensibles et les traitements trop longs, trop pénibles, trop complexes. On a un patient qui pèse 27 kilos et à qui on va devoir faire des injections pendant au moins 6 mois. Il va aussi devoir prendre 10 médicaments par jour pendant minimum 21 mois. Et il est censé garder son appétit, se nourrir correctement, prendre du poids, rentrer chez lui et avoir une vie normale. On lui en demande beaucoup.
90% des décès surviennent dans des pays aux ressources limitées. C'est dans ces pays que se fait ressentir le plus cruellement l'urgence de disposer de moyens nouveaux, diagnostiques ou thérapeutiques. Ces innovations arrivent au compte-gouttes. La dernière en date, un test diagnostic moléculaire qui détecte rapidement la présence du bacille et sa résistance ou non au principal antibiotique. Aller vite, c'est l'une des priorités des médecins, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est la santé du patient. La seconde, c'est une question de santé publique. Le patient souffre, il a besoin d'un traitement, et pour trouver le meilleur traitement, il faut un diagnostic précis. C'est la priorité. L'autre raison est propre à la tuberculose. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Plus on met les malades sous traitement rapidement, moins on a de risques que la maladie se propage. Les premiers résultats obtenus grâce aux nouveaux tests montrent une amélioration sensible du dépistage, même s'il reste cher et difficile d'utilisation. Un autre espoir vient de l'arrivée prochaine de deux nouvelles molécules qui pourraient permettre de guérir les formes résistantes de la maladie et changer la vie des malades. J'ai commencé mon traitement il y a 10 mois. Je prends des pilules et on me fait aussi des injections. Au début, quand j'ai commencé à prendre mes médicaments, j'avais une sensation de brûlure dans l'estomac. Je me sentais très mal. Mais maintenant, je me suis habituée au traitement et ça va. Je me sens beaucoup mieux. MSF continue de faire de la lutte contre la tuberculose l'une de ses priorités. En 2011, elle a pris en charge environ 25 000 malades, parmi lesquels 3 000 enfants. Chaque jour, ces équipes sont confrontées aux besoins criants d'innovation dans ce domaine.